Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, dans ce nouveau volet des sorties de la semaine, nous allons voir une sélection des séries, des films d'animation et des séries d'animation que j'ai regardées cette semaine, avec une sélection et un petit avis de ce que je pense de ce que j'ai regardé. Alors, c'est parti, et top à sauver cette phase. Le principe des sorties de la semaine, c'est que voilà, à chaque semaine je te propose ce que j'ai pu finir en série et en film, et après je te donne un avis. Donc on commence avec deux séries d'animation, du coup deux séries que j'ai terminées récemment et les deux films que j'ai regardés cette semaine. On commence par les séries d'animation. Donc on commence avec la série Dragon Quest qui est sortie, la quête de Dai, qui est sortie en 2020. J'ai pu terminer les 100 épisodes, ça y est, sur Crunchyroll, qui sont disponibles depuis un moment déjà. Du coup, la série, le manga dans la quête de Dai et de scénariste c'est Riku Senjo, le dessinateur c'est Koji Inada, le genre c'est Heroic Fantasy, c'est un shonen, du coup c'est Shueisha et du coup Tonkam, et du coup la première apparition c'est le 23 octobre 1989 et ça a duré jusqu'au 9 décembre 1996, il y a 37 volumes. Le premier manga qui est sorti en animé sur la série Dragon Quest, la quête de Dai, s'appelait Fly en France. Il était scénarisé par Koji Inada et Riku Senjo. C'est la Toei Animation, et compositeur c'est Koichi Sugiyama, et c'était la chaîne TBS. Et sur le Club Dorothée à notre époque. Donc c'est sorti le 17 octobre 1991 jusqu'au 24 septembre 1992. Et du coup, cette série n'a jamais été terminée, ça n'a pas duré longtemps, il n'y a eu qu'une seule saison. Et après, ils n'ont jamais pu finir le manga parce qu'il était en cours de développement. Le manga n'avait pas encore la fin qui était sortie en manga, en tome. Du coup, là, cette année, depuis 2020, du coup, le 3 octobre 2020, Dragon Quest, la quête de Dai, Toei Animation a décidé, ADN et Crunchyroll ont décidé de relancer la série et enfin pouvoir la terminer. Comme j'ai dit, il y a 100 épisodes. Du coup, le scénariste c'est Riku Senjo et le dessinateur c'est Yusaku Shibata, Shueisha, et c'est sur Jump. Et du coup, la sortie initiale c'était le 4 mars 2021 et c'est fini, donc il y a eu 5 volumes. C'est aussi en manga pour, voilà, je pense que c'est un peu redessiné, une version un peu remasterisée des premiers dessins de Dragon Quest. La quête de Dai, du coup, la quête de Dai et la grande aventure d'un jeu vidéo, hein, parce que c'est un jeu vidéo à la base de Dragon Quest, est un shonen manga de Koji Inada et de Riku Senjo, librement inspiré de la série des jeux vidéo Dragon Quest, sous la supervision de Yuji Horii, les créateurs de la série. Il est prépublié en 89 et jusqu'en 96 dans le magazine Shonen Jump, puis compilé en 37 éditions. J'ai lu sous le titre Fly, l'éditeur ayant arrêté son activité manga en 2006, Tonkam a racheté les droits de sa série auprès de Shueisha et a commencé une réédition depuis 2007, reprend les noms originaux. Une nouvelle édition sous le titre The Avenger of Dai est publiée depuis mars 2022
par Delcourt et toujours Tonkam, parce qu'ils ont fait une association. Delcourt a acheté Tonkam depuis quelques années déjà. Le manga a connu une adaptation anime partielle de 46 épisodes connue sous le titre Fly en France, réalisé par Toei Animation, et diffusé en octobre 91 et en septembre 92 sur PBS, mais ne couvrait que les 9 premiers volumes du manga et la partie du tome 10. 3 films ont été produits de 92 à 96 en vue de poursuivre la série. Le dessin animé s'est vu diffusé en France à partir de septembre 94 sur TF1, dans le Club Dorothée, puis sur Manga et AB1, sur la nouvelle adaptation couvrant cette fois l'intégralité des 37 volumes manga diffusés entre octobre 2020 et octobre 2022. Donc ça a duré plus de 2 ans, c'est énorme. Donc une préquelle a été publiée dans le magazine Web Jump depuis le 19 septembre 2020, intitulée Dragon Quest Dai Nobo Dabokugen Yu Osha Aventu Gouen no Mauru. Dit Dragon Quest, la quête de Dai, le héros d'avant. Avan, c'est le sensei de Dai, le seigneur du mal aux flammes infernales. Il a été scénarisé par Riku Senjo, tandis Yusaku Shibata prend la place de Koji Inada en dessinateur. Le premier tome est relié et sorti le 4 mars 2021 au Japon, et une série dérivée intitulée Crossblade est publiée depuis octobre 2020. Donc l'histoire elle est simple, c'est il y a 15 ans sur Adlar, le roi du mal qui terrorisait le monde avec des hordes de monstres, a été vaincu par un grand héros. Libéré de ses maléfices, les monstres ont recommencé à vivre discrètement sur une petite île des mers du sud et l'île d'Emlyn. Excusez-moi, c'est sur cette île que Dai a été élevé par son grand-père adoptif Brass. Dai est un jeune garçon de 12 ans qui rêve de devenir un héros ou de protéger l'île, alors que son grand-père, un sage incube d'environ 180 ans, veut à tout prix qu'il soit mage, mais Dai n'est pas doué pour la magie. Malheureusement, le roi du mal ressuscite grâce à l'empereur du mal et recommence à semer la terreur dans le monde. Dai est formé aux techniques de combat par le maître Avan et en vue de faire le dieu du mal. Mais alors que son entraînement est à peine entamé, Avan se sacrifie pour sauver ses disciples de Adlar, le roi du mal. Voilà, du coup, ça c'est pour le synopsis qui est assez long pour l'introduction, mais bon voilà, vous connaissez un petit peu le principe. Dragon Quest, c'est un jeu vidéo qui est sorti à l'époque sur les consoles, et là du coup il continue à se poursuivre sur la Switch et plein d'autres consoles. Donc c'est les aventures du jeune héros qui s'appelle Dai, qui veut devenir un guerrier, un héros, et du coup il est formé par le mage Avan pour devenir enfin le héros qu'il attendait tant. Et après on apprend que c'est un héritier du clan Dragon, qui est capable d'avoir des pouvoirs fulgurants, enfin incroyables, pour pouvoir défaire les forces du mal. Il est un peu genre l'élu pour justement tout simplement rétablir la paix. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, c'est un très bon manga, c'était déjà sorti à l'époque dans les années 90 et 94 au Club Dorothée. J'avais pas pu terminer puisque malheureusement après ça s'est arrêté. Donc j'attendais avec impatience de voir enfin la fin de ce manga que j'attendais. J'ai été surpris parce que ça a pris la relève de Dragon Ball Super, et du coup ils ont mis Dragon Quest à la place, et du coup c'était sympa. J'ai trouvé l'animation vraiment sympa, intéressant. Les dessins ressemblaient beaucoup à ce que j'avais comme souvenir de ce que j'avais vu à l'époque, et du coup très bonne animation. 100 épisodes c'était pas rien, il y avait pas mal d'épisodes à finir, et du coup la série en sa globalité est vraiment très très bien. On a vu enfin la fin, ça laisse une fin ouverte pour une suite, à savoir pourquoi pas. Et sinon, voilà quoi, qu'est-ce que je peux dire de plus. À la base, c'était Akira Toriyama qui faisait les jaquettes et les dessins de Dragon Quest, et du coup là, ça a changé complètement. Le nouveau design et la nouvelle animation sont sympas, donc c'est joli à regarder. Et puis voilà, si j'avais une note à lui mettre sur Crunchyroll ou Aden, comme ce que vous pouvez les regarder que sur ces plateformes-là, malheureusement, je mettrais un 7 ou un 8, parce que c'est vrai que 100 épisodes, ça fait un peu long pour ce qu'il raconte. Mais bon, après voilà, ça fait plaisir d'avoir une petite série en ce moment, parce qu'il n'y a pas grand-chose en série d'animation, voilà. À part Bleach, bien sûr, et certains nouveaux qui sont arrivés, le Chainsaw Man, je sais pas quoi. J'en parlerai plus tard, mais c'est vrai que c'est des bonnes séries qui promettent beaucoup de nouvelles aventures passionnantes. On passe à la suite. Donc le deuxième animé que j'ai regardé, enfin la série d'animation que j'ai regardé, c'est Dota Dragon Blood, qui est disponible sur Netflix depuis un moment déjà. Donc Netflix a continué de piocher aux côtés des licences de jeux vidéo pour alimenter son catalogue animé après des séries comme Castlevania et Dragon Dogma, la nouvelle adaptation du géant de streaming Dota Dragon Blood, inspiré du jeu Dota 2 de Valve, est donc disponible depuis ce 25 mars. On mentirait en disant que c'était génial pour tout l'or du monde. En se lassant de l'adaptation de Dota 2, un MOBA ou arène de bataille multijoueur en ligne type League of Legends, Ashley Miller et le studio Mir devaient réussir à créer des histoires suffisamment fidèles à la mythologie existante, tout en imaginant des structures narratives qui manquent au matériau d'origine. Il était également important que les néophytes puissent mettre un pied dans l'univers et s'y plonger
sans être rebuté ou laissé de côté par un fan service trop présent, nuisible ou à leur compréhension. Dans ce sens, Dota Dragon Blood est un pari plutôt réussi. Sans trop rentrer dans les détails, la série suit Davion, un chevalier dragon, qui a vécu une petite mésaventure avec un puissant et ancien dragon, ainsi que Mirana, la princesse de la lune, qui s'est donnée pour mission de retrouver des lotus magiques qui ont été volés à la déesse Selmen et qu'elle vénère. L'univers n'est donc pas impénétrable pour les novices, mais manque quand même des contextualisations et d'exposition pour poser correctement ces enjeux bien trop nombreux de cette première saison. En sachant qu'il y en a 3 des saisons, donc j'ai eu beaucoup de temps beaucoup de mal à terminer ces 3 saisons parce qu'ils ont été assez longues, hein. Il n'y a que 10 épisodes par saison, mais c'est vraiment très très long. Alors en seulement 8 épisodes de vingtaine de minutes, l'intrigue tente d'englober beaucoup de concepts, ça va être des premiers et secondes, d'éléments qui composent un monde dont on sait peu de choses au bout du compte. Voir des zombies se bouffer entre eux est toujours cool, mais le fait d'y consacrer plusieurs minutes sans y revenir par la suite ou explicite quoi que ce soit crée une certaine confusion entre ce qui est chill à l'avance et l'intrigue, c'est qui la pollue. Le fait de suivre 2 histoires parallèles, ce qu'on espère vont se rejoindre dans une seconde saison, qui s'impose mais pas non plus en faveur du rythme et de la tension, de la fluidité de la narration qui a tendance à s'affoler et ne jamais reprendre son souffle. Alors l'histoire sans fin, comme on s'y attend pour une adaptation de jeu vidéo, série choisit un traitement plutôt vidéoludique avec la quête de 2 héros qui s'étend sur un map au paysage très varié et nécessite de se battre et d'aller parler à des gens pour récupérer des objets magiques. Si les personnages principaux qu'on suit tout au long sont plutôt bien caractérisés, c'est vrai que les dessins sont à moitié 3D, ils sont vraiment très beaux. Si les personnages principaux qu'on suit tout au long sont un peu, malgré le peu d'exposition, les personnages secondaires n'ont pas du tout été développés, ne sont que des fonctions types dans le scénario, manque aussi de substance, en particulier les antagonistes, pour intéresser, avoir quelconque impact émotionnel sur l'univers médiéval fantastique et assez violent, mais surtout très classique avec des dragons, des elfes et des mages qui se distinguent pas forcément des autres, ne paraît même pas aussi riche que la plupart d'entre eux. Évidemment, une deuxième saison avec quelques épisodes supplémentaires devrait permettre de cet univers de s'étendre, mais surtout à creuser les thématiques qui ainsi vont aborder à peine et à effleurer. Même si on sent les propos de demander qu'à être affiné, l'aspect véritablement mature de la série se retrouve pour l'instant dans le gerbe de sang, les plans à 3, quelques gros mots, alors qu'il n'est pas en question de sous-texte et de domination divine, d'endoctrine ou de racisme, sans oublier les approches de plutôt métaphysique qui se profilent. En ce qui concerne l'aspect plus épique et spectaculaire de la série, un de ses arguments de vente, la mise en scène des combats ont tendance à vite devenir illisible, encore plus avec les incrustations numériques des dragons qui accrochent souvent l'œil. L'animation est une manière générale assez lourde et ainsi manque de légèreté dans les mouvements que le dessin en 2D, notamment le caractère design et les décors, rattrapent l'ensemble. La saison 1 Dota Dragon Blood est disponible depuis le 25 mars 2021 et en plus de ça vous avez la saison 2 et la saison 3 qui est pour moi la dernière saison. Alors qu'est-ce que je pourrais dire de cet avis en gros, parce que j'ai eu, bon je vais pas vous mentir, j'essaie de toujours d'avoir un peu de véhicule pour pouvoir un peu comment dire, donner mon avis propre et neutre. Du coup je me suis inspiré de ce que je trouve sur internet, les avis enfin en général de sites de cinéma. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah oui, Dragon Blood, Dota Dragon Blood est une bonne série Netflix en 3D et tout ça, dans la même logique que Castlevania comme je l'ai dit auparavant. Du coup je pense que ça vaut le coup de la regarder si vous avez rien à regarder, mais c'est pas vraiment une histoire vraiment très passionnante, on va pas se mentir. J'ai eu beaucoup de mal à finir les 3 saisons, les épisodes sont très longs, il se passe pas grand chose, les effets visuels sont plutôt bien faits, mais bon malheureusement il y a beaucoup de 3D, beaucoup d'effets numériques, c'est vrai que ça fait un peu cafouille, mais c'est vrai que dans sa globalité ça reste une série plutôt propre on va dire. Moi je connaissais pas le jeu vidéo donc ça m'a permis de découvrir, ça m'a pas donné plus envie de jouer aux jeux vidéo que ça, mais bon pourquoi pas un de ces 4. Voilà tout simplement. Après je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz votre avis, mais bon si j'avais une note à lui mettre en ce qui concerne l'animation, le personnage, la musique et tout ça, je mettrais un 5 ou un 6, et c'est vrai que l'histoire je mettrais un 4 ou un 3 parce que c'est vraiment long, c'est trop long à s'installer et la fin est pas ouf en fait, c'est un peu dommage. Dans la saison 3 ils sont partis dans un autre délire un peu bizarre. Voilà, je vais pas trop vous spoil, mais bon c'était pas non plus un truc de ouf hein, perso, le final est pauvre. On a vu mieux, hein, on va pas se mentir, mais bon ça peut être correct à regarder si t'as rien à regarder sur Netflix, voilà, par exemple. On passe aux séries.
Donc, la deuxième série, j'en avais déjà parlé durant une première émission, mais j'en ai parlé très rapidement. J'ai parlé, bien sûr, vous avez peut-être reconnu la musique, c'est le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui est sorti sur Amazon Prime Video à partir de septembre. Du coup, c'est une série télévisée, hein, Lord of the Rings, The Ring of Power, les Anneaux de Pouvoir si vous préférez. La création c'est J.J. Payne et Patrick McKay, les productions c'est Amazon Studio, Harper Collins Pictures, et Newland Cinema, Tolkien Estate, Morfield Clark et Robert Amario. Les acteurs principaux sont bien sûr Owen Arthur, Megan Richard, Charles Edward, Bear McCree, et la musique ça reste Howard Shore qui avait déjà fait les musiques du Seigneur des Anneaux à plusieurs reprises et du Hobbit. Du coup, s'il y a une seule saison, il y a eu 8 épisodes. Ça dure en général 1 heure, les épisodes. Ça a commencé à partir du 2 septembre, il y avait un épisode par semaine, la fréquence. Et je voulais attendre de terminer son rival pour pouvoir en parler. Pour parler de cette première saison, si elle était vraiment intéressante ou pas. Si vraiment, tout simplement, elle valait le coup d'être regardée ou pas. Voilà. Du coup, l'histoire, elle est simple. Le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir est une série télévisée américaine utilisant les univers du Seigneur des Anneaux, ont été diffusés depuis le 2 septembre 2022 sur les services de vidéo à la demande Amazon Prime Video et acquis les droits de téléviser en novembre 2017. Le synopsis se déroule environ 3000 ans avant les événements liés comptés dans le Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et cette série prévue de 5 saisons est fondée sur une histoire inspirée de la Terre du Milieu telle qu'elle est racontée par J.R.R. Tolkien en commençant durant une période de paix relative et couvre certains événements majeurs survenus sur la Terre du Milieu durant le Second Âge, la création des Anneaux de Pouvoir, l'histoire de la chute du royaume insulaire Numénor et l'ascension de Sauron, le retour et la dernière alliance entre les elfes et les hommes. Ces événements se déroulent sur plusieurs milliers d'années dans les récits de Tolkien, mais sont condensés et retravaillés pour la série. Le tournage de la première saison a été tourné en Nouvelle-Zélande, dans 2 studios Auckland ainsi que le golfe de Hauraki, la plage de FIFA, la péninsule de Coromandel et le parc national de Fiordland, notamment la scène du mont Kidd. Le tournage commence en février 2020, mais s'est interrompu le mois suivant en raison de la pandémie Covid et se termine au final en août 2021. La saison 2, dont la pré-production a débuté en janvier 2022, est tournée au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande. Le tournage commence à partir du 7 octobre 2022 et la production a évoqué ses coûts moins élevés, dont une opportunité de tourner des scènes dans les pays européens. Ça peut être intéressant, voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut donner de mon avis? Donc on attendait fortement cette série, hein, qui reprend le second âge de la Terre du Milieu, donc c'est avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. C'est encore bien avant, c'est vraiment le retour de Sauron. On parle vraiment de la première bataille on en parle rapidement dans le Seigneur des Anneaux en introduction, mais c'est vite fait en parler. Du coup, il y a des nouveaux acteurs, nouveaux castings, des nouveaux elfes, nouvelle musique, nouvelle trame. J'ai été surpris d'ailleurs qu'ils ont changé Galadriel et Elrond et tout ça, mais forcément, à cause de maintenant que le Seigneur des Anneaux a quand même quelque chose comme 20 ans, c'était compliqué de reprendre les acteurs, on va pas se mentir, donc de reprendre des nouveaux acteurs plus jeunes, c'était logique comme explication. Donc après, je trouve que ça fait le taf. Pour moi, c'était un bon casting. Dès le début, j'avais des soupçons au sujet du personnage mystérieux qui apparaît très rapidement dans la saison, qui vient d'une boule de feu. Tout le monde croit que c'est Sauron, mais au final, ce n'est pas Sauron. Voilà, je le dis, mais je dirai pas plus. Et du coup, franchement, c'était une bonne série. J'ai apprécié la série, j'ai adoré. J'ai raté pas un seul épisode. Et si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 9 ou un 10, quoi, clairement. Parce que c'est vraiment la perfection, les décors sont magnifiques. Ça reste une série vraiment grandiose et qui mérite clairement le budget qu'elle a eu, parce qu'il y a eu le plus gros budget au monde, c'est la série qui a eu le plus gros budget au monde pour faire sa première saison, et c'est amplement mérité, parce que l'univers de Seigneur des Anneaux est bien retranscrit à l'écran, et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu, et du coup on va pouvoir passer à la deuxième série, sa rivale. Elle aussi, j'en avais parlé durant une précédente émission, où j'ai discuté comme quoi ça allait être un choc de série, parce qu'à l'époque, c'était au mois de septembre, et on parlait déjà de Cobra Kai et de Star Wars Andor, qui reste encore quelques épisodes, mais on n'a pas fini, il en reste 2, parce qu'il y a 12 épisodes, et il y avait 2 petites séries qui sortaient du lot, qui s'appelaient Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, et bien sûr Game of Thrones, le premier spin-off qui s'appelle House of Dragon, qui est la Maison du Dragon. C'est une série dramatique fantasy-aventure, ses créations c'est George R.R. Martin, Ryan Condal, d'après le roman de Feu et Sang de George R.R. Martin. La production c'est Vincent Gérardis, Paddy Constantine
Martin, Matt Smith, Olivia Cook, Emma Arcy et Riff Ifan et Steve Toussaint, F. Best, Fabien Frankel, Sonia Mizuno, Milim Aklo, Émilie Carré, Graham, enfin bref, c'est tous les acteurs qui sont dans la première saison. Hein. Il y a énormément d'acteurs, hein, on va pas dire que c'est une série à gros budget. Du coup, la diffusion est sur HBO. Du coup, il y a une seule saison, il y a 10 épisodes. Le 10e épisode est sorti récemment, donc la saison 1 est terminée. Les épisodes en général ils durent entre 53 et 66 minutes. Ça a commencé à partir du 21 août 2022. Du coup, il y a une saison 2 qui est prévue, mais pas avant 2024, donc il va falloir s'armer de patience, en sachant que Game of Thrones, ils ont prévu de faire des spin-offs, donc il n'y aura pas que House of Dragon, il y a aussi une série sur Jon Snow et Arya Stark, et une troisième, je ne sais plus lesquelles, qui devrait entre autres sortir incessamment sous peu. On sait que la prochaine, ça serait Jon Snow, qui reprendrait directement les événements après la dernière saison de Game of Thrones, la saison 8, ou 9, non 8 je crois. Et du coup, alors l'histoire est simple de House of Dragons, la Maison du Dragon, est une série télévisée américaine créée par George R. Martin et Ryan Conda qui est en cours de diffusion et qui est terminée. Le 21 août 2022 sur HBO Max est une préquelle à la série sortie en 2011 de Game of Thrones et une adaptation du roman Feu et Sang de George R. Martin. L'histoire, elle se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen, la Khaleesi, comme vous connaissez, et raconte les événements qui ont provoqué une guerre civile appelée la Danse des Dragons, qui conduit à la perte des dragons et au début de la chute de la maison Targaryen. Voilà, on va pouvoir passer à la... Alors, la série en elle-même, j'avoue que je ne connaissais pas Game of Thrones, comme je l'ai dit, je n'étais pas un fan de Game of Thrones, malheureusement je n'ai pas terminé Game of Thrones, je suis en plein de la regarder, parce qu'en fait je tenais à le dire que c'est d'ailleurs House of Dragon qui m'a un peu convaincu pour pouvoir regarder en fait Game of Thrones, parce que j'avais commencé déjà Game of Thrones, j'avais avancé mais j'avais pas terminé, j'avais arrêté au bout de la saison 2 ou 3 parce que ça m'avait saoulé. En même temps c'était une époque où il y avait plusieurs séries, il y avait Viking, il y avait Black Size, il y avait Mousquetaires, enfin bref il y avait beaucoup de séries à ce moment-là. Et du coup, Game of Thrones, je l'ai mis un peu de côté, j'ai dit qu'un jour ou l'autre, j'allais les terminer. Je suis en train de le faire, je n'ai pas terminé encore, il me reste encore quelques saisons à terminer. Il m'en reste 2, hein, donc voilà, on est bientôt à la fin. Et du coup, le fait que House of Dragon se passe avant les événements de Game of Thrones, ça m'arrangeait, hein, clairement. Parce que comme j'avais pas fini, je me suis dit, bon voilà, on va pouvoir commencer comme tout le monde, en même temps que tout le monde. Et puis finalement, s'il y a des spoils dans la série, mais bon, ça, on pouvait pas le savoir, hein, j'étais pas encore arrivé, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, la série avait déjà pas mal de spoils sur internet, ça change pas grand chose en soi. Et j'ai été surpris parce que c'est pas du tout le même genre que Game of Thrones. Bon après c'est pas la même époque, hein, maintenant on est plus moderne, ils ont plus de moyens, donc forcément la série est vraiment impressionnante au niveau des dragons. Il y en a beaucoup plus, hein, parce qu'en sachant que dans Game of Thrones vous en avez que 3 et là il y en a une dizaine ou une centaine, là ça claque un peu quand même, faut dire la vérité, et du coup elle est plus sombre, j'ai l'impression, elle est plus sombre que Game of Thrones, donc déjà Game of Thrones c'est assez sombre parce qu'elle c'est gore déjà, mais je l'ai trouvé plus sombre et plus gore, plus trash on va dire, sur certaines choses. Pas mal de personnages qui installent l'univers, donc la première saison normale, on la connaît tous, elle est là juste pour planter le décor, hein, on va pas se mentir. Donc il y a beaucoup de personnages à enregistrer, qui fait quoi, pourquoi, et j'avoue que j'étais un peu surpris parce que il y a beaucoup de sauts dans le temps. Voilà, je tiens à vous le dire, hein, je spoil pas, hein, je dis juste les choses. Du coup, il y a plusieurs épisodes, vous avez la reine qui est une jeune de 14 ans, hein, bien sûr. La fameuse maman ou ancêtre de Khaleesi. J'ai déjà oublié son nom, je suis désolé. Et du coup, vous avez des sauts dans le temps, Dr. Wu, excusez-moi, et vous l'avez vu aussi dans Venom 2, voilà, qui est un très bon acteur, qui joue un rôle plutôt important dans la série, qui joue le rôle du tonton de l'héroïne, tout simplement. Donc c'est pas rien. Et du coup, beau final, j'avoue, j'ai kiffé le final. Si j'avais une préférence entre Game of Thrones ou House of Dragon, j'avoue que le choix il serait assez difficile. Avant, quelques mois plus tard, je t'aurais dit sans hésiter le Seigneur des Anneaux, hein, clairement, parce que je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux. Mais depuis quelques temps, j'avoue que j'ai trouvé un intérêt dans cette série de Game of Thrones et de House of Dragon. J'ai trouvé les personnages intéressants, j'ai trouvé les acteurs plutôt bons, plutôt charismatiques, l'histoire bien ficelée. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc j'avoue que là, ça serait difficile le choix entre House of Dragon et les Anneaux de Pouvoir.
Je dirais que les deux séries se valent, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même univers. Bon, ça reste de l'heroic fantasy, hein, on est dedans, mais bon quand même. Les personnages et l'histoire n'ont rien à voir, donc j'avoue, si j'avais une série à choisir entre les deux, le choix serait difficile. Qui est la meilleure des deux? Je dirais bon, forcément le Seigneur des Anneaux par préférence, mais je dirais que House of Dragon, dans son genre, est pas mal du tout. Il est dans bien la logique de Game of Thrones. L'ambiance est là, l'univers est là. Du coup, c'est un univers qu'ils veulent étendre, donc je trouve ça intéressant parce que on a besoin de nouveaux univers comme ça. Ça fait très longtemps qu'on n'en a plus, donc pourquoi pas. Et j'avoue que j'ai beaucoup de hype pour la saison 2. Bon, malheureusement, on va patienter pendant quelques temps avant de l'avoir. Mais c'est vrai que Jon Snow m'intéresse, les certaines spin-offs m'intéressent sûrement. Ils veulent faire comme Star Wars, ils veulent étendre leur univers et je trouve ça très bénéfique et très très cool. Donc voilà, je vous conseille d'aller la voir si vous avez l'occasion d'avoir HBO ou OCS, parce qu'ils sont aussi diffusés sur OCS, hein, un des deux. Voilà, nous en France on n'a pas encore HBO mais devrait arriver via Amazon normalement si j'ai pas de bêtises. Quand, ça c'est la question, on sait pas, mais voilà, vous pouvez toujours la voir sur OCS, hein, qui est disponible. Bon, c'est toujours chiant d'avoir un abonnement pour regarder les séries, mais bon, ça reste regardable et potable. On peut passer au film. Le premier film que j'ai vu récemment est bien sûr Enola Holmes 2, qui est réalisé par Harry Bradbeer. Scénario c'est Jack Thorne, les musiques c'est Daniel Pemberton, les acteurs principaux sont Millie Bobby Brown qui joue le rôle de Enola Holmes, la petite sœur cadette de Sherlock Holmes. Nous avons bien sûr Henry Cavill qui est le Sherlock Holmes, qui est une version de Sherlock Holmes plutôt bien faite, je trouve. Vous avez Helena Bonham Carter et c'est la société de production, c'est Legendary Pictures. PSMA Productions, le pays de production c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est un film d'aventure qui dure à peu près 2 heures. Donc Enola Holmes 2 est un film américano-britannique réalisé par Harry Bradbeer, sorti en 2022, il est sorti là je crois le 4 novembre. Et il est sur Netflix, hein, bien sûr. Il s'agit de la suite de Enola Holmes qui est sorti en 2020 aussi sur Netflix, que vous pouvez retrouver hein, d'ailleurs les deux, du même réalisateur, et tout comme le premier opus de l'adaptation de la série littéraire Les Enquêtes de Enola Holmes de la romancière américaine Nancy Springiller. Néanmoins, contrairement au premier film, ce deuxième volet n'adapte aucun roman de la série, mettant en scène une histoire inédite s'inspirant de l'activiste Sarah Chapman et de la grève des ouvrières des manufactures d'allumettes à Londres en 1888. Voilà, c'était la petite différence entre le premier et le deuxième. Les soucis de caméra, j'arrive pas à trouver le ballon, je suis désolé. Du coup, il suit les aventures de Enola Holmes, la petite sœur du célèbre Sherlock Holmes lui-même, créé l'écrivain britannique Arthur Conan Doyle. Enola Holmes décide de se lancer dans sa propre agence de détective privé, cependant, contrairement à son célèbre frère Sherlock Holmes, la jeune peine à trouver des clients. C'est alors qu'une dénommée Bessie, qui fait partie des grévistes des manufactures d'allumettes, lui demande de l'aide et de retrouver sa sœur disparue. Sarah Chapman, Bessie emmène Enola à l'usine qui connaît actuellement une épidémie très grave de typhus. Enola rencontre notamment Mae qui travaille aux côtés de ses sœurs. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme avis? C'est un film, on va dire, comédie-aventure. Hein. C'est vraiment de la comédie, hein. Avec Millie Bobby Brown, on est vraiment dans un délire tout public. Hein. Voilà, c'est un film teenager avec un Henry Cavill, un Sherlock Holmes de plus en plus convaincant, je le trouve vraiment bon. J'ai hâte de voir un film Sherlock Holmes avec lui, c'est vraiment intéressant, c'est plutôt bien fait. Du coup là, les deux enquêtes se suivent et se poursuivent et puis au final se rejoignent, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme façon de faire. Le 2 est plus centré action et aventure. Le premier était sympa, le premier était rigolo, parce qu'il a recherché sa mère, enfin bref, voilà, c'était sympa. Et le deuxième a monté un peu plus le niveau, en plus il sort un des plus adversaires de Sherlock Holmes les plus connus, Moriarty, le professeur Moriarty, qui a été remixé, qui est plutôt bien fait, j'ai trouvé ça moderne. Donc c'est vrai que c'était surprenant au début, mais c'est vrai que pour la modernité on y est, hein, on est plein dedans. Et le deuxième film est plutôt bon, et plutôt centré action, plutôt aventure, enfin vraiment plus sympa. J'ai trouvé le premier bon, mais le deuxième meilleur, donc voilà. Donc on se doute forcément qu'il y aura un 3. Et bon, le film est sympa. Millie Bobby Brown est une actrice en pleine extension, plein d'ascension. Henry Cavill il est toujours au top du top. Et bon, l'histoire en elle-même est plutôt agréable. Hein. C'est un film passe-temps, on va dire, sur Netflix, que vous pouvez regarder un samedi soir ou un vendredi soir quand vous n'avez rien à faire. Si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 7. Ouais, un 7 c'est pas mal. C'est une bonne note, hein, je trouve. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a le côté aventure, côté enquête qui a respecté un peu Sherlock Holmes. Voilà.
Pour les gros fans de Sherlock Holmes, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé que pour certains acteurs qui avaient joué Sherlock Holmes, il y en a très peu qui ont réussi. Perso, moi j'ai préféré Robert Downey Jr. et bien sûr Henry Cavill, je le trouve vraiment cool encore. J'ai trouvé vraiment bon Sherlock Holmes, un vrai Sherlock Holmes. Jeune, voilà, tout simplement parce que c'est un jeu qui joue un jeune Sherlock Holmes, tandis que Robert Downey Jr. joue Sherlock Holmes dans sa grandeur, son succès story. Ils sont vachement proches finalement, je pense que Henry Cavill s'est inspiré de Robert Downey Jr. pour faire son Sherlock Holmes, et j'ai trouvé qu'ils sont vraiment proches. On a vraiment l'impression que c'est le jeune Sherlock Holmes de Robert Downey, quoi. Voilà, voilà. Après la fin, et enfin on a comment dirais-je, l'acolyte de Sherlock Holmes, qui est bien sûr Dr Watson, et qui a été aussi modernisé, donc voilà, forcément, oblige. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aurais pas vu ça comme ça, mais bon, pourquoi pas, après tout. Maintenant, à voir quand le 3 sortira, en sachant que le premier est sorti en 2020, celui-là en 2022, on peut supposer que 2025, 2024, on aurait le 3, parce que du coup, comme Stranger Things, on sait que la sortie de la saison 5 serait pour 2024, donc ce serait logique que Millie Bobby Brown ferait d'abord Stranger Things, et après terminerait la trilogie Enola Holmes, hein, qui va forcément se terminer par un 3e film. Donc voilà, à voir. Et puis voilà, découvrir les premiers films si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un très bon film. On finit avec le dernier film. Donc, le dernier film que je vais vous proposer de cette sélection de cette semaine, c'est bien sûr Blade of 47. Il y a marqué Revenge of Oana Bukeshea. Ouais, pour moi j'ai vu que Blade 47, hein, je vais pas se mentir, c'est Blade of 47 Ronin qui est la suite de 47 Ronin, qui était un film de Keanu Reeves qui est sorti à l'époque. Donc la réalisation c'est qui est sorti en 2013. Réalisation c'est Ron Yoon, scénario c'est John Sweatman, Aimé Garcia et Edge Mendes. 47 Ronin, le sabre de la vengeance, Blade of 47 Ronin, Revenge of the Oana Bukesha, hein, on va pas se mentir, c'est très long comme nom, on va rester sur Blade of 47, est un film américain réalisé par Ron Huyuan et dont la sortie est prévue en 2022. Il fait partie de la suite des 47 Ronin de Karl Erik Rinch, sorti en 2013, où les événements se déroulent 300 ans après le film de Keanu Reeves. De nos jours, les Ronins samouraïs sans maître opèrent dans le secret depuis des siècles. La production et la jeunesse du développement étaient en août 2020. Il est annoncé qu'une suite de 47 Ronin était en développement avec Roy Yuen. À la réalisation, ce dernier décrit le film comme un mélange de genres, arts martiaux, action, horreur et cyberpunk, et précise que l'intrigue se déroulera 300 ans après le premier film. Cette suite est produite par Universal 1440 Entertainment et distribuée par Netflix, qui n'est pas encore disponible dans notre Netflix à nous, qui devrait arriver. Voilà, donc du coup c'est en avril 2021 que Aimé Garcia et Edge Mendes sont annoncés comme scénaristes, une grande première pour elle, et en décembre 2021, John Sweatman est également annoncé comme co-scénariste. Et nous avons bien sûr comme acteur principal, que j'ai pas dit, c'est bien sûr Mark Dacascos, qui joue le rôle d'un grand maître samouraï. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme avis? Bah, c'est pas extraordinaire, on va pas se mentir. Le premier film, 47 Ronin avec Keanu Reeves, a été un de ses navets, hein, on va pas se mentir. Pourtant, il était plutôt pas mal, il était plutôt réussi. Il avait voulu refaire un remasterisé du film 47 Ronin, un grand film japonais hyper connu, qui a été remixé déjà plusieurs fois au Japon. Il a voulu faire une production américaine, qui n'était pas forcément une bonne façon de faire. Bon, on va dire que le film est pas mal et agréable à regarder. D'ailleurs, vous pouvez le regarder sur Netflix, hein, le 47 Ronin, le premier, si vous êtes intéressé. Bon, c'est pas un film de ouf, hein, c'est pas du grand film, c'est pas du grand Keanu Reeves. Hein. On est très loin du grand, mais bon, après, ça restait regardable et potable. Hein. Faut se dire que voilà, c'était un gros fan qui a voulu se faire un kiff. Hein. Et du coup, forcément, ça n'a pas marché au cinéma, ça s'est ramassé. Et le fait qu'ils font une suite, j'ai pas compris, on va pas se mentir. Et puis du coup, qu'ils la projettent à 300 ans plus tard, dans le monde moderne, j'ai pas compris non plus, on va pas se mentir. Donc bon, après l'histoire en elle-même est pas ouf, hein. Ça sent le gros nanar de série B ou de série Z, hein, on va pas se mentir. Le film est pas ouf, les combats sont pas mal, mais c'est voilà, du déjà vu, c'est du réchauffé. Même Madagascar essaye un peu de sauver les meubles, bon bah il est pas très convaincant, on va pas se mentir. Il y a une petite référence à John Wick, donc c'est pas mal, on rigole, ça nous fait sourire. Mais voilà quoi, c'est pas un truc de ouf, l'histoire est pas ouf. Puis en plus, il y a une incohérence entre le premier et le deuxième par rapport aux épées des Tengu, parce que c'est justement les 47 Ronin parce qu'ils on va dire leur grand maître est mort et du coup ils demandent aux Tengu de leur prêter leur katana. Et là, ça a été réduit à une seule épée avec deux épées qui se rejoignent. Ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un scénario un peu
un peu bizarre, on va pas se mentir, le gars il a voulu se faire un kiff, il a voulu faire un remix Matrix bizarre avec du Storm Riders, je sais pas ce qu'il a voulu faire, c'était quoi son intention. Bon après voilà, c'est pas un film qui restera dans les annales, mais bon, quand il sera dispo sur Netflix, je pense qu'il sera peut-être regardé par certains qui sont fans, comme moi de l'acteur. Moi j'avoue j'ai regardé parce qu'il y avait Madagascar, s'il n'y avait pas Madagascar, j'aurais pas regardé. Voilà, on va pas se mentir, Madagascar malheureusement est plus dans son sommet de son art, mais bon, ça reste un bon acteur, un bon compétiteur, un bon pratiquant des arts martiaux qui reste toujours agréable à regarder tout simplement. Voilà. Du coup, voilà ma sélection, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel film qui vous intéresse. Dans les deux mangas, bon, Dragon Quest c'était sympa. Les deux séries, bon, j'ai adoré les deux séries, on va pas se mentir, je peux pas choisir. Et les films, bon, Enola Holmes c'est trop plus sympa que Blade of 47 Ronin, mais bon, comme vous voulez, on peut pas toujours tout aimer. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre opinion. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, gardez le Friend Spirit en haut. Ciao.